Je vous conseille de voir la précédente vidéo sur le sujet avant celle-ci. C'est pas obligé, mais c'est toujours mieux, je pense. Pour résumer, dans cette vidéo, on avait étudié la notion de multivers par le prisme de la science. On avait ainsi pu voir que les différentes théories scientifiques de multivers étaient classifiables en différents niveaux. Et il semblait assez flagrant que ces théories de notre monde avaient grandement inspiré le MCU, et qu'elles donnaient donc des éléments de réponse sur les enjeux de la phase 4. Mais le truc, c'est que dans cette vidéo numéro 1, j'avais détaillé que les 3 premiers niveaux de multivers. J'avais en effet volontairement laissé de côté les multivers de niveau 3, que je vantais pourtant comme la théorie qui a le plus inspiré le MCU. Et bien aujourd'hui, on remédie à ça, puisqu'on va bien sûr s'y intéresser à ces multivers. Donc le programme, de 1, je vous explique pourquoi cette théorie scientifique colle au multivers du MCU. De 2, je vous développe la science de la théorie, ça va nous emmener loin. Et enfin de 3, on finit sur une réflexion philosophique de ce qu'induit tout ça sur le réel et sur le MCU. Aujourd'hui, spéculation. Là voilà l'idée principale amenée par les multivers Marvel. Ce n'est pas tant cette idée d'univers parallèle éloigné physiquement d'une autre, mais plus celle d'embranchement, de création d'une nouvelle réalité quand quelqu'un fait un choix déterminant. Un simple choix peut aboutir à d'innombrables réalités, créant autant de mondes alternatifs à ceux que vous connaissez. Nos choix et nos actions seraient donc au cœur de la création des multivers, une vision renforcée par les probabilités de scénarios alternatifs qu'évoque Strange dans Avengers. To view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. En fait ici, il étudie l'influence des actions qu'on sera amené à réaliser sur les futurs possibles. Il détermine les univers parallèles qui peuvent se créer suite à tel ou tel choix, nous faisant dévier de la ligne principale. L'éternel flux temporel. Bref, vous voyez la dimension philosophique du délire, on en reparle à la fin. Avant ça, de la science, puisque pour retranscrire cette idée, la théorie des multivers qui marche le mieux, c'est l'interprétation des mondes multiples de la théorie quantique. Oui, ce dernier mot sous-entend qu'on va devoir parler de mécanique quantique pour bien comprendre, donc des lois qui décrivent notre monde aux petites échelles. Let's go, petit aparté par ce monde surprenant. Voici une particule, sauf que cette particule, on peut pas juste la considérer comme ça à cette échelle. En effet, pour décrire l'état de cette particule à l'instant T, on a besoin de ce qu'on appelle sa fonction d'onde. Cette dernière n'a pas vraiment de sens physique, c'est plus un outil mathématique. Un outil qui peut nous servir à construire ce qu'on appelle une fonction de répartition des probabilités. En fait, cette fonction de répartition, son but, c'est de nous dire où est notre particule ponctuelle. Plus précisément, de nous donner la probabilité de trouver la particule à tel ou tel endroit si on est amené à faire une mesure. Genre pour cet exemple, la particule en mesurant, on aurait 10% de chance de la trouver ici ou là, 20% de chance pour ces zones-là, et 40% pour celles-là. Pour être encore plus clair, ça veut dire que mathématiquement, avant d'observer l'état réel de la particule, c'est comme si cette dernière était dans tous ses états simultanément, dans cette superposition d'états. Ce phénomène, c'est la superposition quantique, et il nous dit que les particules quantiques, tant qu'on ne les observe pas, elles peuvent être dans plusieurs états superposés. Maintenant, je tiens à dire que cette représentation 2D, si on veut la rendre plus juste, faudrait bien sûr passer à un espace 3D, puisque l'espace est en 3D, puis utiliser une fonction de répartition adaptée à ce nouveau décor, puis prendre en compte le temps qui passe, afin de voir les fluctuations de la fonction d'onde, et enfin, avoir en tête que l'outil qui nous permet de décrire l'évolution de l'état de cette particule au cours du temps, c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, cette équation-là. Et ce nom d'ailleurs, Schrödinger, c'est celui d'un physicien autrichien qui est important dans la suite de l'histoire, donc retenez son blaze. Bon, c'est bien joli, mais j'insiste, représenter ça comme ça, déjà bien sûr vu mes skills de graphiste, ça vaut rien. Mais aussi c'est un peu paradoxal, étant donné qu'au final on représente juste des outils mathématiques. Parce que je le répète, nous, quand on effectue la mesure et qu'on observe le résultat, oubliez la fonction d'onde, on observe juste une particule ponctuelle.
Voilà pour ce qu'il faut savoir de mécanique quantique, C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots? que je peux résumer en disant que avant de mesurer, on a la superposition d'états, qui peut donc être modélisée grâce à la fonction d'onde et l'équation de Schrödinger, puis quand on mesure, on a la particule dans son état mesuré, on fige un résultat parmi l'aléatoire possible, et ce passage d'un état à l'autre, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Maintenant qu'on a ces notions en tête, il est temps de revenir voir notre gars, Erwin Schrödinger. Oui, il se trouve que Schrödinger, en voyant les dingueries qu'impliquaient dans le réel toutes les mathématiques de la mécanique quantique, il s'est dit que cette dernière n'était peut-être pas bien formulée. Pour le prouver, il a alors imaginé une expérience de pensée, l'expérience du chat de Schrödinger. Pour réaliser cette expérience du chat de Schrödinger, voici ce qu'il te faut. Ce que tu vas imaginer, c'est une boîte fermée dans laquelle tu aurais mis un chat bien vivant. Et enfin, dans cette boîte, il faut aussi que tu mettes un dispositif assez sournois composé de 2 éléments. De 1, un atome radioactif isolé, qui a la propriété de pouvoir se désintégrer ou non à tout moment dans l'expérience. Et de 2, un détecteur de rayonnement, à savoir un dispositif intriqué à l'atome radioactif qui libère du poison dans la boîte si jamais l'atome s'est désintégré. Il y a donc 2 issues possibles à cette expérience avant d'ouvrir la boîte pour regarder. Soit l'atome radioactif s'est désintégré, donc le détecteur a perçu le rayonnement et libéré le poison, ce qui conduit à la mort du chat. Soit l'atome ne s'est pas désintégré, donc le détecteur n'a rien perçu, donc le chat est resté en vie. C'est bien beau, mais le truc, c'est que d'après tout ce qu'on a dit jusqu'ici sur la mécanique quantique, avant d'observer, l'atome radioactif, il est censé être dans une superposition d'états. Tout se passe donc comme s'il était à la fois désintégré et non désintégré. Or, cet atome, il est intriqué avec le détecteur, donc leurs états sont liés, et tout se passe comme si le détecteur était lui aussi dans une superposition d'états. Et enfin, par suite logique, cette superposition d'états, elle vient également s'appliquer au chat, qui est à la fois mort à cause du poison libéré, et vivant car pas de poison libéré. Are those cats? I assume they're Schrodinger's cats. Actually, I assume they both are and aren't, just like us. Is the world gone? Ainsi, dans la boîte, avant d'observer, on a une sorte de grande superposition entre les 2 états suivants. Nani? Au final, ce que nous dit donc la mécanique quantique, c'est qu'avant d'ouvrir cette boîte, notre chat est à la fois mort et vivant, ce qui paraît quand même carrément inconcevable. Et justement, pour répondre à ce problème apparent dans l'interprétation qu'on fait de la réduction des paquets d'ondes, une des hypothèses qui a été mise en avant, c'est celle des mondes multiples, qui est la source de nos fameux multivers de niveau 3. Je t'explique. L'idée, c'est de se dire que dans cette situation, tous les scénarios possibles arrivent. C'est-à-dire qu'au moment de la mesure et donc de la réduction du paquet d'ondes, l'univers se sépare en plusieurs branches où les diverses probabilités se réalisent. Donc ici, oui, le chat est mort et vivant, mais il serait mort dans un univers et vivant dans un autre. La rupture entre ces 2 univers, c'est en fait au moment où on a ouvert la boîte pour observer. Alors oui, c'est un délire, mais attention, ça reste qu'une interprétation de la mécanique quantique et non une réelle théorie, une interprétation des mondes multiples qu'on doit à un certain Hugh Everett pour info. Ce gars-là. D'ailleurs, cette idée d'Everett de superposition d'états qui donne naissance lors de la décohérence à des univers parallèles, y a ce gars qui nous en parle avec ses mots dans Ant-Man, lors de la scène où on assiste à un de ses cours. Si on l'isolait complètement, un système quantique régresserait vers des états de matière séparés, qui seraient eux-mêmes enchevêtrés dans des états de leur environnement. En d'autres termes, l'objet en question serait à la fois en phase et hors phase, avec de multiples réalités parallèles. Maintenant, pour voir plus large avec cette interprétation, tout se passe un peu comme si on avait une grande fonction d'onde de l'univers qui régissait son état. Comme si l'univers était dans une superposition d'états qu'on figeait dans plusieurs états distincts à chaque action. Comme si continuellement, plusieurs timelines se créaient, plusieurs timelines où toutes les éventualités existent. Et si c'était le cas, on ne s'en rendrait même pas compte parce que de toute façon, on vivrait que dans une de ces timelines. Voilà. Bien sûr, ne faites pas subir cette expérience à votre chat, laissez-le chiller et manger ses croquettes. Sur ce, avec mes 2 vidéos sur le sujet, je pense qu'on a fait le tour des multivers de différents niveaux. Et pour conclure, je pense que même si le niveau 3 est plus proche de ce qui nous est montré avec cette dimension philosophique des choix, en réalité, dans l'univers Marvel, on semble avoir affaire à un mélange des multivers de niveau 2 présentés dans la première vidéo, et des multivers de niveau 3 présentés dans celle-ci. Parce que ça paraît compliqué, juste avec le niveau 3, d'expliquer des choix qui mèneraient à un Loki crocodile, ou à l'apparition de personnages qui vivent dans des réalités complètement
différentes. Oui, je pense que ces idées-là connotent plus au multivers de niveau 2 où des réalités différentes viennent interagir avec la nôtre. Enfin bref, le but c'était pas de trancher de toute façon, tout ça c'était juste pour voir que comme jusqu'ici avec ses premiers films, dans sa phase 4, Marvel semble encore puiser dans la science de notre monde pour alimenter les films. Et ça, c'est toujours aussi cool pour mon business. C'est faux. Je gagne très peu d'argent avec YouTube, heureusement j'ai un travail, d'où le fait que je sois pas très actif. Des fois je pense à quitter mon taf et me mettre à 100% sur YouTube, il y a forcément un univers parallèle où je l'ai fait, et probablement un univers où je finis par dormir sous un pont à cause de ce choix. Mais peut-être aussi un univers où j'atteins les 1 million d'abonnés grâce à ça. Enfin, je sais pas, et je le saurais jamais sans le faire, mais toujours est-il que ce blabla m'amène à la vraie dimension intéressante amenée par les multivers. Je vous avais promis de revenir sur la dimension philosophique qu'induit la notion de choix dans la création des multivers. Eh bien, c'est maintenant. Et pour l'occasion, on va tenter des petits trucs au montage. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que c'est dur de choisir. Il faut faire le bon choix. Destin ou volonté? Déterminisme ou libre arbitre? Mes choix sont à moi seul. Ce sera parce que j'ai réussi, pas parce que ça devait arriver. Oui, on pense tous être maîtres de nos choix, persuadés que c'est notre volonté qui commande, même si parfois ça a un prix. Les choix ne procurent que des remords, de la certitude et de l'embarras. Quand j'avais le choix, pourquoi je me suis orienté ici et pas là-bas? Quelles variables m'ont fait pencher pour une solution plutôt qu'une autre? Que serait-il advenu si j'avais fait différemment? Il est vrai que les choix sont durs, mais les choix sont essentiels. Ils peuvent nous donner une vie, ou alors une autre totalement différente. Mais alors laquelle sera la meilleure? Eh bien on ne le saura jamais. Il faut choisir, et seulement alors on verra si notre choix était le bon. Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible. Mais bien que les choix soient souvent difficiles, au moins ils se présentent à nous. On a le pouvoir de jouer de notre libre arbitre. Le libre arbitre? Enfin, en y réfléchissant, mes choix ne sont jamais vraiment libres, ils sont déjà depuis toujours influencés par mon environnement, par les autres. Ce sont ces rapports aux autres qui définissent véritablement un héros. Les personnes qui l'ont façonné, leurs histoires. Oui, rien que l'éducation que j'ai reçue a été déterminante dans tous mes choix. Mais alors, en sachant ça, qui de moi ou de mon environnement a joué le plus grand rôle? Votre destin est-il déterminé par votre nature ou par la nature de votre monde? On en revient toujours au même débat. Déterminisme ou libre arbitre? Eh bien pour trancher dans ce débat philosophique, le discours présenté par les récentes séries Marvel What If et Loki est très clair. L'univers qui nous y est présenté est indéniablement déterministe. Écoutez, le TVA ne connaît pas seulement votre passé, nous savons comment devait se dérouler toute votre vie. Oui, et si pour tout un chacun, tout était prédéterminé, tout ce qu'on allait faire, tout ce qu'on allait dire. Signez pour valider tout ce que vous avez dit dans votre vie. Quoi? Le libre arbitre n'aurait alors pas sa place dans ce monde. Alors tout est écrit à l'avance, et nous n'avons aucun libre arbitre. Avec cette vision, tout se passerait comme si chaque personne avait une destinée toute tracée, une destinée inscrite au fer rouge dans l'éternel flux temporel. Cette grande ligne directrice qui guiderait alors toutes nos décisions sans qu'on en soit conscient. Nous ne serions donc plus que des acteurs d'une histoire déjà écrite à la virgule près, une histoire dont il nous serait impossible de dévier sous peine de devenir un variant qui finirait quoi qu'il en soit par être remis sur le droit chemin contre sa volonté. Mais alors si c'était vrai, si tout était déterminé, il serait totalement vain de lutter et de s'acharner contre ce destin. Modifier le cours des événements ne peut aboutir qu'à un désastre plus grand que celui que l'on veut éviter. Non! Oui, l'acharnement de Strange dans l'épisode 4 de What If n'y fera rien. La femme qu'il aime n'est plus et rien ne pourra la ramener. Une vie, un choix, un instant peuvent détruire tout un univers. Maintenant, qu'adviendrait-il si ceux qui écrivent cette histoire cessaient de le faire? Si le TVA, gardien de l'éternel flux temporel, était renversé? Si de nouveau, le libre arbitre et la multitude de choix qu'il nous offre redevenaient la norme? Eh bien ça, on est en train de l'observer dans la phase 4 du MCU, car à présent, l'éternel flux temporel n'est plus et les multivers sont bien là. Voilà, petite dernière partie un peu originale après la partie scientifique. J'espère en tout cas que cette deuxième vidéo sur les multivers vous a plu. J'ai vraiment fait au max pour rendre le délire le plus clair possible, même si je me répète, tout ce que j'aborde ici est archi spéculatif.
Enfin bon, si ça t'a plu, je te laisse quand même liker la vidéo et la partager. Puis si vraiment t'es chaud, laisse un petit commentaire pour me signifier que t'as regardé jusqu'ici. Sur ce, je te dis à la prochaine. Comme d'hab pour moi, pendant les beaux jours, donc aux alentours de l'été, je risque d'être un peu moins présent. Enfin apparemment on attend une saison 6 de Rick et Morty très prochainement, donc à voir selon ça aussi. Mais bref, salut, c'était Gotabor, out.